Salut les VR4Players, c'est Laurent et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que l'actualité n'a jamais été aussi bouillonnante. Je veux bien entendu parler du rachat de Activision Blizzard par Microsoft et du cataclysme nucléaire que cela va entraîner sur le marché du jeu vidéo. Comme d'habitude, avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Nous sommes le 17 janvier 2022. La journée est plutôt calme niveau actualité jeux vidéo. Une petite détonation retentit sur le site IGN, une interview de Phil Spencer, le directeur de Xbox. Il déclare au sujet du Game Pass et du futur projet Spartacus, équivalent du Game Pass pour Sony: « Je ne veux pas donner l'impression que nous avons tout compris. Lorsque j'entends d'autres personnes faire des choses comme le Game Pass ou venir sur PC, cela a du sens pour moi parce que je pense que c'est la bonne réponse. Parce que je pense que la bonne réponse est de livrer de grands jeux, de les livrer sur PC, de les livrer sur console, de les livrer sur le cloud, de les rendre disponibles le premier jour de l'abonnement. Et je pense que c'est ce que notre concurrent va faire. » Il y a des débats. Sony vont-ils intégrer Day One leur jeu First Party dans leur offre Spartacus qui intègre le PS Plus et le PlayStation Now, équivalente du Game Pass Ultimate? À quel prix? Bref, rien de bien méchant, des discussions comme il y en a beaucoup sur la toile. Mais personne ne se doute à ce moment qu'une véritable bombe atomique va s'écraser sur le marché du jeu vidéo avec toutes les radiations que cela comporte, juste le lendemain. Le 18 janvier 2022, à 14h23, un tweet est publié. Celui-ci indique que Microsoft est sur le point de conclure un accord pour acheter Activision Blizzard. La valeur de la transaction serait de près de 70 milliards de dollars. On n'y croit pas forcément. On regarde qui a bien pu tweeter ça. Et là, ça se gâte. Il s'agit de Dina Bass, une journaliste de chez Bloomberg spécialisée dans les nouvelles technologies. Quelques minutes plus tard, l'information est officialisée par Microsoft. Le deal est de 68,7 milliards de dollars. Comme l'explique le site Game Industry, il ne s'agit pas seulement de la plus grande opération de fusion et d'acquisition de jeux de ces dernières années, voire de la dernière décennie, mais aussi de la plus importante de l'histoire de l'industrie. En fait, l'analyste principal de Global Data, Rupantar Guya, va plus loin en déclarant qu'il s'agit de la plus grande fusion et acquisition technologique de l'histoire. Comme beaucoup l'ont observé, il ne reste que quelques milliards de moins que l'acquisition de la Fox pour 71,3 milliards de dollars par Disney, ce qui fait de l'accord Microsoft-Activision l'un des plus importants dans le domaine du divertissement, pas seulement des jeux. Une bombe nucléaire avec toutes les radiations que cela va entraîner sur le marché. Le marché du jeu vidéo n'a pas vraiment évolué depuis la fin des années 70. Cet événement précis nous annonce clairement l'entrée dans une nouvelle ère. Sony va être fragilisé, mais surtout cette bombe va forcément engendrer des réactions du côté des autres gros poissons qui veulent eux aussi mettre la main sur ce marché. Les autres GAFAM, ou plutôt GAMAM, depuis que Facebook a changé de nom en Meta. Allez, appelons-les les Gamma, c'est plus joli. Installez-vous bien confortablement dans votre canapé. Nous vous proposons aujourd'hui notre analyse de cet événement thermonucléaire et vous allez voir qu'elle nous réserve pas mal de surprises. Microsoft veut stopper Sony. Cela n'est pas nouveau. Dans un entretien accordé à IGN le 7 février 2013, Joachim Kempin, l'ancien vice-président des ventes pour Windows entre 1983 et 2003, affirme que Microsoft s'est lancé dans le marché des consoles de salon uniquement pour contrer Sony. Microsoft craignait à cette époque que le marché console vienne court-circuiter les ventes de PC. Sony a toujours été très distant de Microsoft. Oui, ils achètent des licences Windows pour leurs PC, mais si on creuse un peu, ils n'ont jamais été amis avec Microsoft. Ils les ont plusieurs fois approchés parce qu'ils savaient qu'ils auraient pu coopérer sur un tas de choses, vu que quelque part Microsoft est une entreprise de divertissement. Le motif principal était d'arrêter Sony. Vous voyez, Sony et Microsoft, ils n'ont jamais été très copains, ok ?
Sony aurait refusé de coopérer avec Microsoft sur un certain nombre de sujets, la firme de Redmond aurait alors finalement décidé de voler de ses propres ailes. Le 22 mars 2007, c'est la soirée d'inauguration de la PS3. 3000 personnes étaient attendues à Paris, mais seule une centaine d'acheteurs se sont rendus à la péniche spécialement réservée par le constructeur pour l'occasion. Sony fait un bid. Microsoft défonce la porte de la soirée et fait le buzz. Dans son article du lendemain, le journal Le Monde explique les faits. Pour Sony, la fête est gâchée par l'irruption de son concurrent Microsoft qui lance sa console Xbox 360. La Xbox Team a ainsi envoyé un texto sarcastique aux organisateurs de la soirée PS3. Mais surtout, une péniche aux couleurs de la Xbox a effectué plusieurs passages face au bateau de Sony. La suite, on la connaît, les consoles Xbox 360 et Sony PS3 seront au coude à coude durant toute la génération. Le match est serré, Microsoft a su s'imposer. Tout ceci, c'est de l'histoire. Mais un événement particulier va cependant déclencher les événements actuels. Le 11 juin 2013, c'est le jour des conférences de lancement de la Xbox One et de la PS4 durant l'E3. La conférence de Microsoft est la première à être lancée, et là, c'est le drame. Microsoft se tire littéralement une balle dans la tête. La Xbox One est proposée au prix de 499 € avec Kinect 2 intégré de force, mais la cerise sur le gâteau arrive. La Xbox One impose à son utilisateur de se connecter au Xbox Live une fois toutes les 24 heures afin de pouvoir profiter de ses jeux. Et donc seuls 21 pays auront accès au live au lancement de la machine. La politique du constructeur sur l'occasion ou à la connexion permanente exigée est un fiasco total. Il ne sera pas possible pour un joueur français par exemple, Xbox One sous le bras, en partance en vacances, de se connecter et donc de jouer via son compte Xbox Live dans l'un des pays où la console n'est toujours pas distribuée. Microsoft confirme que les jeux nécessiteront une installation sur la console et que ces derniers seront liés à un compte, bloquant ainsi les jeux d'occasion. On se souviendra de cette conférence, riche en bugs en tout genre, qui a fait basculer en quelques heures le sort de la Xbox One. From the creator of Panzer Dragoon and Phantom Dust, here's the premiere of Crimson Dragon, exclusively on Xbox One. That was good. It will happen, I promise. I'm fine. To me, is a future-proof choice, and I think people could have arguably gone the other way if we didn't do it, and fortunately we have a product for people who aren't able to get some form of connectivity. It's called Xbox 360. Right. So stick with 360, that's your message, be done. Et voilà, donc 100 € de plus que la PlayStation 3. On le disait tout à l'heure, c'est un événement. Et bien cette console, on le disait tout à l'heure, aura besoin d'une connexion Internet pour fonctionner. Ouais. Et donc, toutes les 24 heures, elle sera obligée de se connecter à Internet, eh bien sans quoi vous ne pourrez plus jouer. So right here on his Twitter feed, Adam Orth, or as I like to refer to him, the soon-to-be-fired Adam Orth, Microsoft Studios creative director, started defending always online DRM devices, saying that most devices require you to always be online today. Really, Adam? Like, what, my DS, or my PlayStation 3, or my Xbox 360, or my Wii, or my Wii U, or my fucking electronic television, or my goddamn toaster, not even my smartphone, or my fucking PC, or my iPad requires an always online internet connection. Do you know why? Because I wouldn't buy a piece of shit that requires an always online internet connection! I'm not fucking stupid! So one of his followers says, hey man, what if my internet connection goes down? Then I can't play Xbox? He says, I shit you not, what if the electricity goes out? Then you wouldn't be able to use your vacuum cleaner. Better not buy a vacuum cleaner. Another guy says, I live in a rural area, so my internet speed isn't very fast. And the guy says, why would you live there? This is how you talk to an Xbox customer? Are you fucking kidding me? Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you! I live in a rural area, I was born in a rural area, I'll die in a rural area, just like 50% of Americans! La suite, on la connaît. Xbox n'arrivera pas à rivaliser face à la PS4, même après être revenu sur ses choix quelques semaines plus tard, le mal est fait.
Cette génération sera douloureuse pour la firme de Redmond, mais il prépare en secret un nouveau service qui pourrait bien révolutionner le game, le Game Pass. Bon, le chapitre précédent n'était pas drôle pour tout le monde, mais Microsoft a aujourd'hui appris de ses erreurs et a décidé de taper fort, même très fort là. Il est l'heure de sa revanche. On peut imaginer que Phil Spencer est passé dans le bureau de Satya Nadella et a demandé la carte bancaire de la boîte. Parce que oui, la marque Xbox n'a pas l'argent pour se payer des studios. En tout cas, pas ceux dont on va parler. Microsoft par contre a beaucoup d'argent. En 2018, Microsoft rachète Playground Games, Ninja Theory, Undead Labs, Compulsion Games. Microsoft a alors 15 studios, en comptant 343 Industries et Mojang Studios, et bien d'autres. En septembre 2020, une nouvelle petite bombe d'une valeur de 7,5 milliards de dollars tombe. Microsoft vient de racheter ZeniMax Media et son éditeur Bethesda. La division ZeniMax Media comprend Bethesda Game Studio, ID Software, Arkane Studio, Tango Gameworks, Machine Games, AlphaDog Games, Roundhouse Studio. En tout, Microsoft récupère 9 studios, ce qui porte l'addition à 23 studios. Et nous voilà sur le Finish Him. Scorpion, win. Le 18 janvier 2022, Microsoft annonce le rachat de Activision Blizzard. 9 studios différents, ce qui porte le nombre des Xbox Game Studios à 32. Infinity Ward, Sledgehammer Games, Raven Software ou encore Treyarch, tous à l'œuvre sur la franchise Call of Duty. On note aussi l'arrivée de Toys for Bob, Spyro, Crash Bandicoot, Skylanders et de Blizzard, Overwatch, World of Warcraft et Diablo. L'annonce a aussi un effet symbolique, les icônes de la PlayStation que sont Spyro et Crash Bandicoot sont aujourd'hui des exclusivités Xbox. Le choc doit être violent pour Sony. Un tel rachat pouvait sembler peu probable, maintenant c'est clair. Microsoft, voyant qu'ils n'arrivent pas à s'imposer sur le marché du jeu vidéo avec leurs licences et des moyens classiques, ont décidé d'asphyxier littéralement leurs concurrents en les amenant dans un domaine où ils sont maîtres, le compte en banque. Microsoft va débourser 68,7 milliards de dollars pour cette acquisition, du jamais vu, et peut en plus continuer ses emplettes par la suite. Maintenant que la firme américaine a dévoilé son jeu, on peut imaginer que leurs prochaines cibles seront Electronic Arts, Ubisoft ou Take-Two. Microsoft capitalise environ 2280 milliards de dollars. Sony n'en capitalise que 139. Nous sommes clairement ici devant un combat entre David et Goliath. Sony ne pourra clairement pas rivaliser à ce jeu, c'est la douche froide pour Sony. Microsoft dévoile ici toute sa stratégie. La bombe est lâchée. La question aujourd'hui est de savoir comment le marché va réagir. Que va faire Sony? Mais surtout, que vont faire les autres gammas, Google, Amazon, Meta, Apple? Intéressés eux aussi par ce marché, ils ne vont certainement pas rester sans rien faire maintenant. Comme l'expliquait Phil Spencer, il pense aujourd'hui que ses concurrents, en l'occurrence PlayStation, seront maintenant obligés de proposer une offre équivalente au Game Pass aujourd'hui. Le Game Pass séduit les joueurs. Il propose à peu près tout ce que les joueurs ne voulaient pas en 2013, mais cette fois avec un argument choc. Pour 9,99€ par mois, vous aurez accès à des centaines de jeux avec en bonus l'ensemble des titres First Party Day One. Cela veut dire que plus Microsoft aura de studios, plus le Game Pass proposera de titres First Party Day One. Plus le Game Pass aura d'abonnés. C'est exponentiel. Le Game Pass a aujourd'hui 25 millions d'abonnés, mais avec les derniers achats, qui intègrent quand même quelques licences solides comme Call of Duty, jouées par 55% des joueurs sur console, on peut s'attendre à ce qu'il y ait rapidement 50 millions de joueurs, puis 100 millions de joueurs dans le Game Pass. A titre de comparaison, GTA de Take-Two représente 41% des joueurs sur console, Fortnite et Assassin's Creed ont été joués par 28% des joueurs sur console, FIFA à 23%, Spider-Man à 17%. Sony doit réagir car plus il y aura d'abonnés dans le Game Pass et plus il y aura de ventes de Xbox Series X, donc moins il y aura de ventes de PS5. Le Game Pass, avec son offre alléchante, est loin d'être une offre complètement safe, et on vous invite à voir nos 2 dossiers sur le sujet. Bien que l'idée principale est de payer à l'avance des jeux commandés au studio, ce qui va permettre aux petits studios de financer leur développement avant de commencer le travail, il ne faut pas oublier non plus que tout va se négocier avec la plateforme. On pourrait imaginer un jeune développeur du nom d'Eric Chahi qui a tout juste 18 ans. Là, il a une idée géniale. Il va aller voir une plateforme qui va lui dire que son jeu ne marchera pas, et elle va lui proposer 200 000 €. Avec cette somme,
ce petit développeur seul va pouvoir vivre pendant 5 ans avec un salaire de 1 500 € par mois. Si son jeu fait un carton, comme ça a été le cas avec Another World, ce petit développeur ne touchera rien de plus que ce qui était stipulé dans son contrat. C'est ce qui est arrivé au créateur de la série Squid Games sur Netflix. Hwang Dong-hyuk confie ne pas avoir touché une très grosse somme pour la réalisation de sa série. Il a déclaré « Je ne suis pas si riche, mais j'ai de quoi faire. J'ai assez pour acheter de quoi manger. Ce n'est pas comme si Netflix m'avait offert une prime, Netflix m'a payé ce qui était convenu sur le contrat d'origine. » La série Squid Game a coûté 21 millions à produire et a rapporté 900 millions de dollars à Netflix. Si cet investissement était un jeu vidéo, le studio de développement aurait dû récupérer environ 30% du bénéfice, soit 263 millions de dollars. Grâce au système d'abonnement Netflix, le créateur dit qu'il a assez pour manger. Et Netflix a encaissé sa part tout en profitant des nouveaux abonnés grâce à la série. C'est la plateforme qui décide et les créateurs sont tenus en laisse. Comment évaluer le prix d'un jeu, non plus à ses ventes, mais au nombre de visiteurs qui jouent au jeu? On se retrouve ici dans le système YouTube qui rapportera 50 € pour 50 000 vues. Un nouveau succès d'un petit studio profitera à la plateforme et pas au petit studio. Un créateur n'a bien souvent qu'un seul chef-d'œuvre dans une vie, le créateur de Minecraft le sait très bien. Les gros studios auront par contre les moyens de faire pression dans les négociations. Ce système ne sert pas les petits développeurs, il sert à maintenir par contre la position des très gros studios de développement sur le marché. Si certains disent le contraire, c'est parce qu'ils ont bien appris leur leçon et ne se sont pas posé beaucoup de questions. C'est juste pour se donner bonne conscience. Sony a racheté Gaikai le 2 juillet 2012 pour un montant de 380 millions de dollars. Le PlayStation Now a été annoncé le 7 janvier 2014. La bêta fermée du PlayStation Now a commencé aux États-Unis le 28 janvier avec la PS3 et le 19 mai a été étendue à la PS4. Pendant tout ce temps, Sony n'a jamais proposé dans son offre des jeux first party Day One, il n'en avait pas besoin vu que ces jeux se vendaient très bien. L'idée générale était de donner une seconde vie aux jeux après leur exploitation normale, offrir de nouvelles ventes à un titre quand il ne se vend plus de façon classique. Le PlayStation Now n'a pas attiré les foules parce qu'il ne proposait pas les first party Day One. Il n'a réussi à réunir que 3,2 millions d'abonnés face aux 25 millions sur le Game Pass, chiffre qui ne fera que monter. Sony n'a plus le choix aujourd'hui. Il doit proposer une offre concurrentielle au Game Pass, mais ce choix risque de lui coûter très cher. Car là où la Xbox One vendait 5 millions d'unités d'un first party comme Halo 5 Guardians, jeu first party le plus vendu sur One, Sony écoulait 20 millions de Spider-Man. Dans ces conditions, Sony ne pourra pas s'aligner sur un tarif de 9,99 € sans perdre beaucoup d'argent la première année. Et ça, Phil Spencer le sait très bien, en faisant croire que s'il le fait, Sony peut le faire. Mais ça n'est pas le cas. Sony est coincé et doit réagir. Mais comment ? La division Xbox a donc décidé d'asphyxier son concurrent de toujours, PlayStation. Le jour de l'annonce du rachat de Activision, l'action Sony, c'est bien le groupe tout entier qui trinque, a perdu pas loin de 18 milliards de dollars de capitalisation boursière en 24 heures. Concernant le rachat d'Activision, Phil Spencer est plutôt clair. J'ai eu de bons appels cette semaine avec les dirigeants de Sony. J'ai confirmé notre intention d'honorer tous les accords existants lors de l'acquisition d'Activision Blizzard et notre désir de garder Call of Duty sur PlayStation. Sony est une partie importante de notre industrie et nous apprécions notre relation. En d'autres termes, tous les contrats en cours seront respectés. Ça, c'est plutôt une évidence et un impératif en fait. Et Phil Spencer, en position de force, a le désir de laisser Call of Duty sur PlayStation. Le désir. Le Game Pass change toute la donne en réalité, car Phil Spencer sait qu'avec ou sans Sony, son affaire est rentable grâce aux revenus des abonnés du Game Pass. Quand je pense à l'endroit où les gens vont jouer et au nombre d'appareils que nous possédons, nous avons le xCloud, le PC, le Game Pass, ainsi que notre base de consoles, je n'ai pas à expédier ces jeux sur une autre plateforme que celle que nous supportons pour que ça fonctionne pour nous, quoi que cela signifie. Ce désir peut donc avoir des conditions, comme l'installation du Game Pass sur les consoles PlayStation par exemple. Call of Duty sortira sur PS5 sur les contrats déjà signés, ça ne sera sans doute pas le cas sur les prochains jeux qui n'ont pas encore de contrat. Plus il y aura d'abonnés Game Pass et plus il y aura de ventes de Xbox Series X. Et donc moins il se vendra de PS5. Sony risque de perdre gros cette fois. En perdant sa place de leader, l'entreprise sera en difficulté pour négocier le coût des composants
les contrats d'exclusivité avec certains studios, etc. Le PSVR 2 et la VR Next Generation dépendent du nombre de consoles PS5 vendues. La VR étant déjà une niche, si les ventes de PS5 diminuent, il y aura moins de casques PSVR 2 installés et donc moins de studios qui vont développer sur cette plateforme. Le marché VR sur PC VR pourrait être impacté car Phil Spencer se moque complètement ouvertement de la VR. La VR est isolante, personne ne demande de VR, etc. 2 jours après cette déclaration, CD Projekt en rajoutait une couche d'ailleurs. Sony a déjà un genou à terre, mais ça continue. L'ancien PDG de Sony Interactive Entertainment, Ken Kutaragi, en rajoute une couche. Il déclare le 20 janvier « Le métaverse cherche à rendre le monde virtuel réel et je ne vois pas l'utilité de faire ça. Vous préfériez être un avatar plutôt qu'être vous-même? Les casques de réalité virtuelle vous isolent du monde réel et je ne peux être en accord avec ça. Les casques de VR sont juste ennuyeux. » Ce monsieur a dirigé Sony entre 1997 et 2007. En 2000, il disait de la PS2 « Vous pouvez communiquer avec une nouvelle cybercité. Vous avez vu le film Matrix? Même interface, même concept. À partir de l'année prochaine, vous pourrez vous connecter à la matrice. » Et là, il vient nous pondre un œuf sur la VR et le métaverse le 20 janvier. Il faudrait peut-être arrêter de prendre les gens pour des cons, non? Vous trouvez pas un peu bizarre, vous, que les journalistes de Bloomberg aillent interviewer le créateur de la première PlayStation le 20 janvier, sachant que ce monsieur a 71 ans, quelques jours après la déclaration de Microsoft et de son rachat de Activision? Ken Kutaragi a mis fin à ses fonctions de PDG le 19 juin 2007. Il est remplacé par Kaz Hirai. Il avait 365 occasions dans l'année pour sortir sa punchline sur la VR, mais il choisit spécialement de le faire au même moment que l'annonce de Microsoft et du rachat d'Activision. Depuis 2007, il n'a pas critiqué le PSVR, mais critique la VR maintenant. Lui a-t-on posé cette question spécialement ce jour dans un but bien précis et plus vicieux? Ses propos ont-ils été déformés? Bloomberg avait-il mis cette news au chaud pour la sortir au moment où elle fera le plus de buzz? Ça ressemble à de la politique ici. Et ça fait un super titre avec plein de mots-clés, non? Multiverse, PlayStation, créateur, VR et ennuyeuse. La VR pourrait être une porte de sortie pour Sony, car Microsoft ne croit pas en la VR. Le moment est peut-être venu d'attaquer Sony sur ce sujet, vous trouvez pas? Quelles sont les solutions pour Sony? Si Sony, l'entreprise qui pèse 139 milliards de dollars, est bien seule, sans partenaire, il va falloir qu'elle réagisse et qu'elle réagisse vite. Si sa capitalisation chute de trop, l'entreprise japonaise sera en proie à de plus gros poissons qui vont essayer de se l'accaparer. Quelles sont ses options aujourd'hui? En 1, la VR. Souvenez-vous de la petite marque Apple qui était au bord du dépôt de bilan à la fin des années 90. Il aura fallu un produit, sans doute l'iMac G3 Color, pour remettre l'entreprise sur pied, puis l'iPhone pour le propulser au sommet et devenir l'entreprise la plus puissante de la planète. Cet exemple nous rappelle que Sony pourrait lui aussi faire un carton avec un produit innovant, voilà pourquoi Sony ne doit pas abandonner la VR. La VR est une porte de sortie potentielle pour la marque japonaise. Le géant Microsoft boude totalement cette technologie. En 2, un rachat de Tech2 serait violent pour Sony, mais ce rachat serait efficace. L'entreprise coûtait 12 milliards il n'y a pas si longtemps, mais vient de racheter le géant des communications Zynga pour 12,7 milliards, ce qui monterait maintenant la note à 26 ou 27 milliards. Ça pourrait être une bonne affaire pour Sony, surtout qu'il pourrait revendre Zynga par la suite. Il est sûr qu'un GTA 6 sur PlayStation pourrait équilibrer un peu la balance. Si Sony ne le fait pas, on peut être certain que d'autres le feront à moyen terme. C'est peut-être pour cela d'ailleurs que Strauss Zelnick, le PDG de Tech2, s'est dit « Ravi d'annoncer cette transaction avec Zynga permettant ainsi à Tech2 de diversifier son activité. Cela établit notre position de leader dans le domaine du mobile, le segment à la croissance la plus rapide de l'industrie du divertissement interactif. » Ce rachat donne de la valeur à sa société et la protège un peu plus d'un rachat car tous les intéressés ne seront pas forcément intéressés par Zynga. En 3, Sony pourrait également s'en sortir sans racheter de studios coûteux. En effet, Activision n'est pas au plus grand de sa forme. Les employés enchaînent les grèves en ce moment sans être écoutés par la direction. Ce climat pourrait être propice pour Sony pour récupérer quelques talents déçus qui seraient heureux de travailler dans un nouveau studio à proximité sur une toute nouvelle licence. Créer un nouveau studio sans licence ne coûte rien pour Sony. Si par contre l'équipe qui le compose est talentueuse, cela peut être un très bon coup pour Sony, un moyen économique pour créer de la valeur. En 4, PlayStation va devoir se démarquer. C'est justement dans sa différence que la firme japonaise arrivera à garder ses clients.
La firme étant dans une situation peu confortable, elle va devoir redoubler d'efforts sur la qualité de ses jeux pour maintenir une longueur d'avance. Là où les offres d'abonnement vont peut-être s'orienter vers de l'alimentaire, Sony peut encore taper très fort avec des productions AAA d'exception. Le contrôle qualité doit être renforcé. En 5, Sony doit proposer de l'innovation sur son nouveau forfait Spartacus, une offre solide intégrant un plus grand nombre de jeux. Il y en a plus de 4000 rien que sur PS4. Et surtout trouver une solution pour contrer les jeux First Party Day One de Microsoft, ce qui ne sera pas facile. Pourquoi pas intégrer les jeux First Party après un délai défini ? Vous achetez le jeu et on vous offre tous ses DLC, vous payez le jeu moins cher et recevez la boîte en plus. Bon, là je rêve, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, le PlayStation Now propose déjà plus de jeux que le Game Pass. Couplé avec le PS Plus qui offre chaque mois entre 3 et 4 jeux, cet abonnement Spartacus se rapprocherait plus d'un Game Pass Ultimate à 12,99€ par mois. Il serait alors intéressant de le proposer à 9,99€ par mois. Sony pourrait aussi baisser sa marge de 30% pour attirer les développeurs, c'est la philosophie de Tim Sweeney, le boss d'Epic Games. Dernier point très important, Sony n'est plus le leader mais l'outsider aujourd'hui. La société Nippon ne peut plus rester muette comme une carpe comme ça a été le cas en 2020 et 2021. Sony et PlayStation se doivent de devenir bien plus bavards pour ne pas se faire trop dépasser. Nous avons pu survoler dans cette première vidéo quelques faits majeurs qui auront certainement comme conséquence la perte pour PlayStation de sa position de leader sur le marché console. Et là-dessus, tous les analystes semblent d'accord pour dire que la situation va être très difficile pour Sony. Microsoft ne fait certainement pas toutes ses acquisitions que pour écraser Sony. La firme américaine souhaite se faire une place de choix dans le game dans les décennies à venir et anticipe déjà une concurrence acharnée avec ses véritables adversaires futurs, les GAMA. Google, Amazon, Meta et Apple. Ce dossier n'est donc pas terminé. Nous vous invitons à regarder la deuxième partie de cette vidéo qui sera uniquement consacrée à la réaction des GAMA. Quel serait le partenaire le mieux placé pour Sony ? Vous allez voir que dans le cas d'un éventuel rachat de Sony, un acteur en particulier semble tout désigner, Apple, et on va vous expliquer pourquoi. Voilà, cette première partie est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. On vous rappelle avant de finir de vous abonner, de nous lâcher un petit pouce en haut et cocher la petite cloche pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. On vous attend sur la deuxième partie de ce dossier, à tout de suite les amis.